La grosse dame commençait à s'éclaircir, elle se hasarda à demander jusqu'où il était. La réponse, à laquelle la grosse dame ne vint qu'après avoir expliqué en détail qu'elle était allée aux courses le premier jour en concert, et par plaisir, et que sa présence n'avait aucun rapport avec les affaires ou le profit, fut que la ville était à 8000 de là. Cette nouvelle décourageante ébranla un peu l'enfant, qui put à peine retenir une larme en jetant un coup d'œil sur la route qui s'assombrissait. Son grand-père ne se plaignait pas, mais il soupira lourdement en s'appuyant sur son bâton et essaya vainement de percer la distance poussiéreuse. La dame de la caravane était en train de rassembler son équipage de thé en vue de débarrasser la table, mais remarquant l'anxiété de l'enfant, elle hésita et s'arrêta. L'enfant fit une révérence, la remercia de ses renseignements, et donnant la main au vieillard, il était déjà à une 50aine de mètres, lorsque la dame de la caravane l'appela pour qu'elle revienne. « Approchez, plus près encore, » dit-elle en lui faisant signe de monter les marches. « As-tu faim, mon enfant ? Pas beaucoup, mais nous sommes fatigués, et c'est un long chemin. Et bien que vous ayez faim ou non, vous feriez mieux de prendre du thé, répliqua sa nouvelle connaissance. Je suppose que vous êtes d'accord avec cela, vieux monsieur ? Le grand-père ôta humblement son chapeau, et la remercia. La dame de la caravane lui dit alors de monter les marches de même, mais le tambour se révélant une table incommode, pour deux, ils redescendirent et s'assirent sur l'herbe, où elle leur tendit le plateau à thé, le pain et le beurre, le jarret de jambon, et enfin tout ce qu'elle avait pris elle-même, sauf la bouteille, qu'elle avait déjà saisi l'occasion de glisser dans sa poche. « Mets-les près des rôdes derrière, mon enfant, c'est le meilleur endroit, dit leur ami, surveillant les arrangements d'en haut. Maintenant, donnez la théière pour un peu plus d'eau chaude, et une pincée de thé frais, et ensuite vous mangerez et boirez tous les deux autant que vous le pourrez, et n'épargnez rien, c'est tout ce que je vous demande. » Peut-être aurait-il accompli le vœu de la dame, s'il avait été moins librement exprimé, ou même s'il n'avait pas été exprimé du tout. Mais comme cette direction les soulageait de toute ombre de délicatesse ou de malaise, ils préparèrent un repas copieux et en profitèrent au maximum. Pendant qu'ils étaient ainsi occupés, la dame de la caravane descendit sur la terre, et les mains jointes derrière elle, et son grand bonnet tremblant, excessivement, elle marchait de long en large d'un pas mesuré et d'une manière très majestueuse, examinant de temps en temps la caravane, avec un air de joie calme, et tirant une satisfaction particulière des panneaux rouges et du heurtoir de cuivre. Quand elle eut fait ce doux exercice pendant quelque temps, elle s'assit sur les marches et appela Georges, sur quoi un homme en robe de charretier, qui avait été jusque-là tellement enveloppé dans une haie qu'il voyait tout ce qui se passait sans être vu lui-même, écarta les brindilles qui le cachaient, et parut assis, soutenant sur ses jambes un plat de cuisson et une bouteille de pierre d'un demi-gallon, et portant dans sa main droite un couteau. Et dans sa gauche, une fourchette. « Oui, mademoiselle, dit Georges. Comment avez-vous trouvé la tarte froide, Georges ? Ça ne fait pas de mal, maman. Et la bière, dit la dame de la caravane, avec l'air de s'intéresser plus à cette question qu'à la dernière. Est-ce passable, Georges ? C'est plus flatteur qu'il n'y paraît, répliqua Georges, mais ce n'est pas si mal pour autant. Pour apaiser l'esprit de sa maîtresse, il prit une gorgée s'élevant en quantité à une pinte ou à peu près de la bouteille de pierre, puis claqua ses lèvres, clignota de l'œil et hocha la tête, sans doute avec le même aimable désir. Il reprit immédiatement son couteau et sa fourchette, comme une assurance pratique que la bière n'avait pas fait de mauvais effet sur son appétit. La dame de la caravane regarda quelque temps d'un air approbateur, puis elle dit : « Avez-vous presque terminé ? Nous sommes proches, maman. » Et en effet, après avoir gratté le plat tout autour avec son couteau, et porté à sa bouche les morceaux bruns de choix, et après avoir tiré si scientifiquement sur la bouteille de pierre que, par degrés presque imperceptibles à la vue, sa tête s'éloigna de plus en plus jusqu'à ce qu'il gisa presque de tout son long sur le sol, ce gentilhomme se déclara tout à fait dégagé et sortit de sa retraite. « J'espère que je ne vous ai pas pressé, Georges, dit sa maîtresse, qui paraissait avoir beaucoup de sympathie pour sa dernière poursuite. « Si vous l'avez fait, répondit le disciple, se réservant sagement à toute éventualité favorable qui pourrait se présenter, il faudra se rattraper la prochaine fois, c'est tout. Nous ne sommes pas un lourd fardeau, Georges ? C'est toujours ce que disent les dames, répondit l'homme en regardant autour de lui, comme s'il en appelait à la nature en général, contre des propositions aussi monstrueuses. Si vous voyez une femme conduire, vous verrez toujours qu'elle ne gardera jamais son fouet immobile. Le cheval ne peut pas aller assez vite pour elle. Si le bétail a reçu sa juste charge, vous ne pouvez jamais persuader une femme qu'elle ne portera pas quelque chose de plus. Quelle est la cause de cela ici ? Ces deux voyageurs feraient-ils une grande différence pour les chevaux, si nous les emmenions avec nous ?
demanda sa maîtresse, sans répondre à la question philosophique, et en montrant Nell et le vieillard, qui se préparaient péniblement à reprendre leur voyage à pied. Il ferait une différence dans le cours, dit George avec obstination. Cela ferait-il une grande différence? Répéta sa maîtresse. Ils ne peuvent pas être très lourds. Le poids de la paire, maman, dit George en les regardant avec l'air d'un homme qui calcule, à une demi-once près, serait un peu inférieur à celui d'Oliver Cromwell. Nell fut très surprise que cet homme se rendît si bien compte du poids de quelqu'un dont elle avait lu dans les livres qu'il avait vécu bien avant l'heure. Mais il oublia bientôt le sujet, dans la joie d'apprendre qu'ils allaient partir dans la caravane, ce dont elle remercia la dame avec une ferveur non affectée. Avec beaucoup d'empressement, elle aida à ranger le thé et les autres objets qui traînaient, et les chevaux étant alors attelés, elle monta dans la voiture, suivie de son grand-père ravi. Leur patronne ferma alors la porte et s'assit près de son tambour à une fenêtre ouverte, et les pas heurtés par George et rangés sous la voiture, ils s'en allèrent avec un grand bruit de battements, de grincements et de tensions, et le heurtoir de cuivre brillant, auquel personne n'a jamais frappé, frappant un double coup perpétuel de lui-même pendant qu'il cahotait lourdement. Chapitre 27. Quand ils eurent avancé lentement sur une courte distance, Nell se hasarda à jeter un coup d'œil autour de la caravane et à l'observer de plus près. Une moitié de celle-ci, la moitié où se trouvait alors la propriétaire confortable, était tapissée et séparée à l'extrémité de manière à recevoir une couchette construite à la manière d'une couchette à bord d'un navire, ombragée, comme les petites fenêtres, par de beaux rideaux blancs, et qui avait l'air assez confortable, bien que, par quel genre d'exercice de gymnastique, la dame de la caravane parvint jamais à y entrer, était un mystère insondable. L'autre moitié servait de cuisine, et était équipée d'un fourneau, dont la petite cheminée traversait le toit. Il contenait aussi un placard au garde-manger, plusieurs coffres, une grande cruche d'eau, quelques ustensiles de cuisine et des articles de vaisselle. Ces derniers objets étaient suspendus au mur qui, dans la partie de l'établissement consacrée à la dame de la caravane, était ornée de décorations plus gaies et plus légères, comme un triangle et de tambourins bien chaussés. La dame de la caravane était assise à une fenêtre dans tout l'orgueil et la poésie des instruments de musique, et la petite Nell et son grand-père étaient assis à l'autre dans toute l'humilité de la bouilloire et des casseroles, tandis que la machine trottinait et déplaçait très lentement la perspective qui s'assombrissait. D'abord, les deux voyageurs parlèrent peu, et seulement à voix basse, mais à mesure qu'ils se familiarisaient avec l'endroit, ils se hasardaient à causer avec plus de liberté, et parlaient du pays qu'ils traversaient, et des différents objets qui se présentaient à eux, jusqu'à ce que le vieillard s'endormît. La dame de la caravane, l'observant, invita Nell à venir s'asseoir à côté d'elle. « Eh bien, mon enfant, dit-elle, comment aimez-vous cette façon de voyager ?» Nell répondit qu'elle trouvait cela très agréable, ce à quoi la dame consentait pour les gens qui avaient de l'esprit. Pour elle-même, disait-elle, elle était troublée par une bassesse à cet égard qui exigeait un stimulant constant, mais elle n'a pas dit si le stimulant susmentionné provenait de la bouteille suspect dont il a déjà été fait mention ou d'autres sources. « C'est le bonheur de vous, les jeunes gens, continua-t-elle. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être déprimé dans vos sentiments. Vous avez toujours votre appétit aussi, et quel réconfort c'est. » Nell pensait qu'elle pouvait quelquefois se passer de son propre appétit très commodément, et elle pensait en outre qu'il n'y avait rien, ni dans l'apparence personnelle de la dame, ni dans sa manière de prendre le thé, qui pût conduire à la conclusion que son goût naturel pour la viande et la boisson lui avait manqué. Cependant, elle acquiesça silencieusement, comme par devoir, à ce que la dame avait dit, et attendit qu'elle reprît la parole. Au lieu de parler, cependant, elle resta longtemps à regarder l'enfant en silence, puis, se levant, elle tira d'un coin un grand rouleau de toile d'environ 1 mètre de large, qu'elle posa sur le sol et tendit du pied jusqu'à ce qu'il atteignît presque d'un bout à l'autre de la caravane. « Voilà, mon enfant, dit-elle, lis ça. » Nell s'y promena et lut à haute voix, en énormes lettres noires, l'inscription « Jolly's Waxwork ». « Relisez-le, dit la dame avec complaisance. « Le travail de cire de Jarley, répéta Nell. « C'est moi, dit la dame. Je suis Madame Jarley. » Jetant à l'enfant un regard encourageant, destiné à la rassurer et à lui faire savoir que, bien qu'elle se soit tenue en présence du Jarley originel, elle ne devait pas se laisser complètement submerger et abattre. La dame de la caravane déplia un autre rouleau, sur lequel se trouvait l'inscription « Sans figure de la taille de la vie », et puis un autre rouleau, sur lequel était écrit « La seule collection prodigieuse de véritable travail de cire au monde », puis plusieurs rouleaux, plus petits avec des inscriptions telles qu'exposant maintenant à l'intérieur « Le véritable et unique Jarley », la collection inégalée de Jarley,
Jarley fait les délices de la noblesse et de la noblesse. La famille royale est le patron de Jarley. Lorsqu'elle eut montré ses Leviathans d'annonces publiques à l'enfant étonné, elle apporta des spécimens du menu fretin mineur en forme de prospectus, dont quelques-uns étaient formulés sous forme de parodies de mélodies populaires, comme suit. Croyez-moi, si tous les ouvrages de Sire de Jarley étaient si rares, j'ai vu votre spectacle dans la fleur de l'âge, sur l'eau à Jarley, pour en plaire à tous les goûts. D'autres ont été composés en vue des esprits plus légers et plus facétieux, comme une parodie de l'air favori de Si j'avais un âne, en commençant par Si je savais qu'un âne n'irait pas voir l'exposition de cire de Madame Jarley, pensez-vous que je le reconnaîtrais? Oh non non. Puis, courez chez Jarley. Outre plusieurs compositions en prose, censées être des dialogues entre l'empereur de la Chine et une huître, au l'archevêque de Canterbury et un discide au sujet des taxes ecclésiastiques, mais toutes ayant la même morale, à savoir que le lecteur doit se hâter d'aller chez Jarley, et que les enfants et les domestiques étaient admis à moitié prix. Quand elle eut rapporté tous ces témoignages de sa position importante dans le monde pour porter sur sa jeune compagne, Mistress Jarley les roula, et les ayant soigneusement rangés, elle se rassit et regarda l'enfant avec triomphe. « N'allez plus jamais en compagnie d'un sale punch, dit Mrs. Jarley après cela. Je n'ai jamais vu de cire, madame, dit-elle. Est-ce plus drôle que punch? C'est plus drôle, dit Mrs. Jarley d'une voix aiguë. Ce n'est pas drôle du tout. Oh, dit Nell avec toute l'humilité possible. Ce n'est pas drôle du tout, répéta Mrs. Jarley. C'est calme et... Qu'est-ce que c'est encore que ce mot? Critique? Non, classique, c'est tout. C'est calme et classique. Pas de coups bas et de coups bas, pas de plaisanteries et de grincements comme vos précieux coups de poing, mais toujours les mêmes, avec un air constamment immuable de froideur et de gentillesse, et si semblable à la vie, que si seulement la cire parlait et se promenait, vous verriez à peine la différence. Je n'irai pas jusqu'à dire que, tel qu'il est, j'ai vu le travail de la cire tout à fait comme la vie, mais j'ai certainement vu une vie qui était exactement comme le travail de la cire. « Est-ce ici, madame ?» demanda Nell, dont la curiosité fut éveillée par cette description. « Qu'y a-t-il ici, mon enfant? Le travail de cire, madame. »« Pourquoi, béni, mon enfant, à quoi penses-tu? Comment une telle collection pourrait-elle exister ici, où l'on voit tout sauf l'intérieur d'une petite armoire et de quelques boîtes? Il s'est poursuivi dans les autres salles de réunion, et là, il sera exposé après-demain. Vous allez dans la même ville, et vous la verrez, j'ose le dire. Il est naturel de s'attendre à ce que vous le voyiez, et je n'en doute pas. Je suppose que vous ne pourriez pas vous arrêter si vous essayiez tant. »« Je ne serai pas à la ville, je pense, madame, dit l'enfant. »« Pas là !» s'écria Mrs. Jarley. « Alors, où serez-vous? Je ne sais pas trop. Je n'en suis pas certain. »« Vous ne voulez pas dire que vous parcourez le pays sans savoir où vous allez? » dit la dame de la caravane. « Comme vous êtes curieux. Dans quelle ligne êtes-vous? Tu m'as regardé les courses, mon enfant, comme si tu étais tout à fait hors de ton élément, et que tu y étais arrivé par accident. »« Nous étions là tout à fait par hasard, répondit Nell, troublée par cette brusque question. Nous sommes de pauvres gens, madame, et nous ne faisons qu'errer. Nous n'avons rien à faire, je voudrais que nous lussions. »« Vous m'étonnez de plus en plus, dit madame Jarley, après être restée quelque temps aussi muette qu'une de ses propres figures. Comment vous appelez-vous? Pas des mendiants? En vérité, madame, je ne sais pas ce que nous sommes d'autres, répondit l'enfant. Que Dieu me bénisse, dit la dame de la caravane. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Qui l'aurait cru? Elle garda si longtemps le silence après cette exclamation, que Nell craignait de sentir qu'on l'avait amenée à accorder sa protection et sa conversation à une si pauvre, c'était un outrage à sa dignité que rien ne pouvait réparer. Cette persuasion fut plutôt confirmée qu'autrement par le ton dont elle rompit enfin le silence, et dit. Et pourtant, vous savez lire. Et écrire aussi, je ne m'en étonnerais pas? Oui, madame, dit l'enfant, craignant de commettre de nouvelles offenses par cet aveu. Eh bien, et quelle chose c'est, répondit Mrs. Jarley. Je ne peux pas. Nell dit en effet d'un ton qui pouvait laisser entendre, ou bien qu'elle était raisonnablement surprise de trouver le véritable et unique Jarley, qui faisait les délices de la noblesse et qui était le chouchou particulier de la famille royale, dépourvu de ses arts familiers, ou qu'elle présumait qu'une si grande dame pouvait à peine avoir besoin de réalisations aussi ordinaires. De quelque manière, comme Jarley reçut la réponse, elle ne la poussa pas à de nouvelles questions, ni ne l'incita à faire d'autres remarques sur le moment, car elle retomba dans un silence pensif et resta dans cet état si longtemps que Nell se retira à l'autre fenêtre, et rejoignit son grand-père, qui était maintenant éveillé.
Enfin la dame de la caravane secoua son accès de méditation, et, appelant le cocher à passer sous la fenêtre où elle était assise, elle eut avec lui une longue conversation à voix basse, comme si elle lui demandait conseil sur un point important, et qu'elle eût discuté les avantages et les inconvénients d'une affaire très importante. Cette conférence enfin terminée, elle reprit la tête et fit signe à Nell de s'approcher. « Et le vieux monsieur aussi, dit Mrs. Jarley, car je veux avoir un mot avec lui. Voulez-vous une bonne situation pour votre petite fille, maître ? Si vous le faites, je peux la mettre sur le chemin de l'obtention d'un. Qu'en dites-vous ? » « Je ne peux pas la quitter, » répondit le vieil homme, « nous ne pouvons pas nous séparer. Que deviendrais-je sans elle ? J'aurais cru que vous étiez assez vieille pour prendre soin de vous, si vous le serez jamais, répliqua sèchement Mrs. Jarley. Mais il ne le sera jamais, dit l'enfant dans un murmure sérieux. Je crains qu'il ne le soit plus jamais. Je vous en prie, ne lui parlez pas durement. Nous vous en sommes très reconnaissants, ajouta-t-elle à haute voix. Mais aucun de nous ne pourrait se séparer de l'autre si toutes les richesses du monde étaient divisées par deux entre nous. Mrs. Jarley fut un peu déconcertée de l'accueil réservé à sa proposition, et regarda le vieillard, qui prit tendrement la main de Nell et la tint dans la sienne, comme si elle eût pu se passer de sa compagnie, ou même de son existence terrestre. Après une pause gênante, elle passa de nouveau la tête par la fenêtre et eut une autre conférence avec le cocher sur un point sur lequel ils ne semblaient pas s'entendre aussi facilement que sur leur ancien sujet de discussion. Mais ils finirent par se terminer, et elle s'adressa de nouveau au grand-père. « Si vous êtes vraiment disposé à vous employer, dit Madame Jarley, vous auriez beaucoup à faire pour aider à épousseter les chiffres, à prendre les chèques, etc. Ce que je veux pour votre petite fille, c'est de les montrer à la compagnie. Il serait bientôt appris. Et elle a une manière que les gens ne trouveraient pas désagréable, bien qu'elle vienne après moi, car j'ai toujours été habituée à faire moi-même le tour des visiteurs, ce que je continuerai à faire maintenant, seulement que mon esprit rend absolument nécessaire un peu de repos. Ce n'est pas une offre ordinaire, n'oubliez pas, dit la dame en se levant sur le ton et de la manière dont elle avait l'habitude de s'adresser à ses auditoires. C'est le travail de sire de Jarley, souvenez-vous. Le service est très léger et distingué, la compagnie particulièrement choisie. L'exposition a lieu dans les salles d'assemblée, les hôtels de ville, les grandes salles des auberges ou les galeries de vente aux enchères. Il n'y a rien de vos joueuses en plein air chez Jarley, rappelez-vous. Il n'y a pas de bâches et de sciures de bois chez Jarley, rappelez-vous. Toutes les attentes formulées dans les prospectus se réalisent au maximum, et l'ensemble forme un effet d'un éclat imposant jusqu'alors inégalé dans ce royaume. N'oubliez pas que le prix d'entrée n'est que de 6 pence, et que c'est une occasion qui ne se représentera peut-être plus jamais. Descendant du sublime lorsqu'elle en était arrivée aux détails de la vie ordinaire, Mrs. Jarley remarqua qu'en ce qui concerne le salaire, elle ne pouvait s'engager à verser aucune somme déterminée avant d'avoir suffisamment éprouvé les capacités de Nell et de l'avoir étroitement surveillée dans l'exercice de ses fonctions. Mais elle s'engageait à fournir le gîte et le couvert, tant pour elle que pour son grand-père, et elle donnait en outre sa parole que le gîte devait toujours être bon en qualité et abondant en quantité. Nell et son grand-père se consultèrent. Et pendant qu'ils étaient ainsi occupés, Mrs. Jarley, les mains derrière elle, se promenait de long en large dans la caravane, comme elle avait marché après le thé sur la terre terne, avec une dignité et un amour-propre peu communs. Cette circonstance ne paraîtra pas non plus si légère qu'elle ne mérite pas d'être mentionnée, si l'on se souvient que la caravane était tout le temps en mouvement inquiet, et qu'il n'y avait qu'une personne d'une grande majesté naturelle et d'une grâce acquise qui aurait pu s'abstenir de chanceler. « Maintenant, mon enfant » s'écria Mrs. Jarley en s'arrêtant au moment où Nell se tournait vers elle. « Nous vous sommes très obligés, madame, dit Nell, et nous acceptons votre offre avec reconnaissance. »« Et vous ne le regretterez jamais, répondit Mrs. Jarley. J'en suis à peu près sûre. Donc, puisque tout est réglé, soupons un peu. » Pendant ce temps, la caravane avançait comme si elle avait bu de la bière forte, et qu'elle était somnolente, et arriva enfin dans les rues pavées d'une ville qui n'avait plus de passagers et qui était tranquille. Car il était près de minuit et les habitants de la ville étaient tous endormis. Comme il était trop tard pour se rendre à la salle d'exposition, ils se détournèrent dans un terrain vague qui se trouvait juste à l'intérieur de la porte de la vieille ville, et s'y arrêtèrent, pour la nuit, près d'une autre caravane qui, bien qu'elle portât sur le panneau légal le grand nom de Jarley, était employée en outre à transporter d'un endroit à l'autre l'ouvrage de cire qui faisait l'orgueil de son pays. Il fut désigné par un bureau de timbre rampant comme un wagon de diligence commune, et comptait aussi 7100 et quelques, comme si sa précieuse cargaison n'était que de la farine ou du charbon. Cette machine mal utilisée étant vide, car elle avait déposé son fardeau sur le lieu de l'exposition, et s'y attardait jusqu'à ce que ses services soient de nouveau requis, fut assignée au vieillard comme lieu de couchage, pour la nuit,
et à l'intérieur de ces murs de bois, Nell lui fit le meilleur lit qu'elle put, avec les matériaux dont elle disposait. Pour elle-même, elle devait coucher dans la voiture de voyage de Madame Jarley, comme un signe de la faveur et de la confiance de cette dame. Elle avait pris congé de son grand-père, et retournait dans l'autre chariot, lorsqu'elle fut tentée par la fraîcheur de la nuit de s'attarder un moment dans les airs. La lune brillait sur l'ancienne porte de la ville, laissant l'arcade basse très noire et très sombre, et avec un mélange de curiosité et de crainte, elle s'approcha lentement de la porte et s'arrêta pour la regarder, se demandant combien elle avait l'air sombre, vieille et froide. Il y avait une niche vide, d'où une vieille statue était tombée ou avait été emportée, il y a des centaines d'années, et elle pensait aux étranges personnes qu'elle avait dû regarder de haut quand elle se tenait là, et combien de luttes dures avaient pu avoir lieu, et combien de meurtres avaient pu être commis, dans ce lieu silencieux. Quand soudain surgit de l'ombre noire de l'arche, un homme. À l'instant où il parut, elle le reconnut. Qui aurait pu ne pas reconnaître, à cet instant, le vilain et difforme Kilp? La rue au-delà était si étroite, et l'ombre des maisons d'un côté si profonde, qu'il semblait être sorti de terre. Mais il était là. L'enfant se retira dans un coin sombre et le vit passer près d'elle. Il avait un bâton à la main, et quand il se fut dégagé de l'ombre de la porte, il se pencha dessus, regarda en arrière, directement, semblait-il, vers l'endroit où elle se tenait, et lui fit signe. Pour elle? Oh non, Dieu merci, pas à elle, car comme elle se tenait debout, dans une extrême crainte, hésitant entre crier au secours ou sortir de sa cachette et s'enfuir avant qu'il ne s'approchât, une autre figure sortit lentement de l'arche, celle d'un enfant, qui portait sur son dos une malle. « Plus vite, monsieur !» s'écria Kilp en levant les yeux vers la vieille porte et en montrant au clair de lune comme une image monstrueuse qui était descendue de sa niche et jetait un coup d'œil en arrière sur sa vieille maison. « Plus vite ! C'est d'un fardeau terriblement lourd, monsieur, supplia le garçon. J'ai progressé très vite, en y réfléchissant. Vous êtes venu vite, réfléchissez, répliqua Kilp. Tu rampes, tu mesures la distance comme un verre. Il y a les carillons maintenant, à 12h30. Il s'arrêta pour écouter, puis, se tournant vers le garçon avec une soudaineté et une férocité qui le firent tressaillir, il lui demanda à quelle heure la diligence de Londres avait passé le coin de la route. Le garçon a répondu, à 1 heure. Venez donc, dit Kilp, ou il sera trop tard. Plus vite, vous m'entendez? Plus vite. Le garçon fit toute la vitesse qu'il put, et Kilp continua d'avancer, se retournant constamment pour le menacer et l'exhorter à plus de hâte. Nell n'osa pas bouger jusqu'à ce qu'il fût hors de vue et d'ouïe, puis elle se hâta vers l'endroit où elle avait laissé son grand-père, sentant comme si le passage d'une ainsi près de lui avait dû le remplir d'effroi et de terreur. Mais il dormait profondément, et elle se retira doucement. Comme elle se dirigeait vers son propre lit, elle résolut de ne rien dire de cette aventure, car pour quelque mission que le nain fût venu et elle craignait que ce ne fût pour les chercher, il était clair, par son enquête sur la diligence de Londres, qu'il était en route pour rentrer chez lui, et comme il était passé par cet endroit, il n'était que raisonnable de supposer qu'ils étaient plus à l'abri de ces enquêtes là-bas qu'ils ne pouvaient l'être ailleurs. Ces réflexions n'écartèrent pas son propre effroi, car elle avait été trop terrifiée pour se calmer facilement. Et elle se sentait comme si elle était encerclée par une légion de Kilp, et que l'air lui-même en était rempli. La joie de la noblesse et des compagnes de la royauté s'était, par un procédé d'abrègement qu'elle seule connaissait, s'était installée dans son lit de voyage, où elle ronflait paisiblement, tandis que le grand bonnet, soigneusement disposé sur le tambour, révélait ses gloires à la lueur d'une faible lampe qui se balançait sur le toit. Le lit de l'enfant était déjà fait sur le plancher, et c'était une grande consolation pour elle d'entendre les marches enlevées dès qu'elle était entrée, et de savoir que toute communication facile entre les personnes du dehors et le heurtoir de cuivre était par ce moyen efficacement empêchée. De plus, certains bruits gutturaux, qui montaient de temps en temps à travers le plancher de la caravane, ainsi qu'un bruissement de paille dans la même direction, lui apprenaient que le cocher était couché sur le sol au-dessous, et lui donnaient un sentiment supplémentaire de sécurité. Malgré ses protections, elle ne pouvait avoir qu'un sommeil interrompu par à-coups toute la nuit, de peur de Kilp, qui, tout au long de ses rêves inquiets, était lié d'une manière ou d'une autre à la cire, ou était lui-même en train de cirer, ou était Madame Jarley et la cire aussi, ou était lui-même, Madame Jarley, de la cire et un orgue de barbarie tout à la fois, et pourtant pas tout à fait aucun d'eux non plus. Enfin, vers le point du jour, ce profond sommeil s'empara d'elle, qui succède à la lassitude et à la surveillance, et qui n'a d'autre conscience qu'une jouissance qu'irrésistible et irrésistible. Chapitre 28.
Le sommeil resta si longtemps sur les paupières de l'enfant, que, lorsqu'elle s'éveilla, Mistress Jarley était déjà coiffée de son grand bonnet et occupée activement à préparer le déjeuner. Elle reçut les excuses de Nell d'être si en retard, avec une parfaite bonne humeur, et dit qu'elle ne l'aurait pas réveillée si elle avait dormi jusqu'à midi. « Parce que cela vous fait du bien, » dit la dame de la caravane, « quand vous êtes fatigué de dormir aussi longtemps que vous le pouvez, et de vous débarrasser complètement de la fatigue. Et c'est une autre bénédiction de votre vie. Vous pouvez dormir si profondément. »« Avez-vous passé une mauvaise nuit, madame ?» demanda Nell. « J'ai rarement autre chose, mon enfant, » répondit Mistress Jarley avec l'air d'une martyre. « Je me demande parfois comment je le supporte. » Se rappelant les ronflements qui s'étaient échappés de cette fente de la caravane où la propriétaire de la cire avait passé la nuit, Nell crut plutôt rêver de rester éveillée. Cependant, elle se déclara très désolée d'entendre un compte-rendu aussi lugubre de son état de santé, et peu de temps après, elle s'assit avec son grand-père et Madame Jarley pour déjeuner. Le repas terminé, Nell aida à laver les tasses et les soucoupes, à les remettre à leur place, et ses devoirs de ménage accomplis, Madame Jarley se revêtit d'un châle extrêmement brillant dans le but de faire une promenade dans les rues de la ville. « Le paleur viendra apporter les boîtes, » dit Madame Jarley, « et vous feriez mieux de venir dedans, mon enfant. Je suis obligée de marcher, bien contre ma volonté, mais le peuple l'attend de moi, et les personnages publics ne peuvent pas être leurs maîtres et maîtresses en pareille matière. À quoi j'ai l'air, mon enfant ?» Nell répondit d'une manière satisfaisante, et Mistress Jarley, après avoir enfoncé un grand nombre d'épingles dans diverses parties de sa taille, et fait plusieurs tentatives avortées pour avoir une vue complète de son dos, fut enfin satisfaite de son apparence et s'en alla majestueusement. La caravane ne suivait pas à une grande distance. Tandis qu'il s'avançait en chaos dans les rues, Nell jeta un coup d'œil par la fenêtre, curieuse de voir à quel genre d'endroit il se trouvait, et cependant craignant de rencontrer à chaque instant le visage redouté de Kilp. C'était une assez grande ville, avec une place ouverte qu'il traversait lentement, et au milieu de laquelle se trouvait l'hôtel de ville, avec une tour d'horloge et une girouette. Il y avait des maisons de pierre, des maisons de briques rouges, des maisons de briques jaunes, des maisons de latte et de plâtre, et des maisons de bois, dont beaucoup étaient très anciennes, avec des visages desséchés sculptés sur les poutres et regardant vers le bas dans la rue. Celles-ci avaient de très petites fenêtres clignotantes et des portes à arcs bas, et dans certaines des voies les plus étroites, surplombaient tout à fait le trottoir. Les rues étaient très propres, très ensoleillées, très vides et très ternes. Quelques hommes désœuvrés se prélassaient autour des deux auberges, de la place du marché vide et des portes des commerçants, et quelques vieillards somnolaient sur des chaises devant le mur d'une hospice. Mais il n'y avait guère de passagers qui semblaient vouloir aller n'importe où, ou avoir un but en vue, qui passait. Et si par hasard, quelques traînards le faisaient, ses pas résonnaient sur le pavé chaud et lumineux pendant des minutes. Il ne semblait qu'il ne se passait rien d'autre que les horloges, et elles avaient des visages si somnolents, des aiguilles si lourdes et paresseuses et des voix si fêlées qu'elles devaient sûrement être trop lentes. Les chiens dormaient tous, et les mouches, ivres de sucre humide dans la boutique de l'épicier, oubliaient leurs ailes et leur vivacité, et cuisaient à mort dans les coins poussiéreux de la fenêtre. Bruyante avec le bruit le plus inaccoutumé, la caravane s'arrêta enfin sur le lieu de l'exposition, où Nell mit pied à terre au milieu d'un groupe d'enfants admiratifs, qui la supposaient évidemment comme un objet important de la curiosité, et était pleinement impressionné par la croyance que son grand-père était un astucieux appareil de cire. Les coffres furent sortis avec toute la diligence convenable et emportés pour être déverrouillés par Madame Jarley, qui, accompagnée de George et d'un autre homme en short de velours et chapeau terne orné de billets de péage, attendait pour disposer leur contenu composé de festons rouges et d'autres ornements dans le travail de tapisserie au meilleur avantage pour la décoration de la pièce. Ils se sont tous mis au travail sans perte de temps, et ils étaient très occupés. Comme la prodigieuse collection était encore cachée par des linges, de peur que la poussière envieuse ne nuisît à leur teint, Nell s'empressa d'aider à l'embellissement de la chambre, où son grand-père lui rendit aussi de grands services. Les deux hommes, qui y étaient bien habitués, firent beaucoup en peu de temps, et Mrs. Jarley servait les punaises d'étain dans une poche de toile, comme celle d'un percepteur de péage qu'elle portait à cet effet, et encourageait ses assistants à un nouvel effort. Pendant qu'ils étaient ainsi occupés, un grand monsieur au nez crochu et aux cheveux noirs, vêtu d'un surtout militaire très court et serré dans les manches, et qui avait été autrefois grenouillé et tressé de partout, mais qui était maintenant tristement dépouillé de sa garniture, et tout à fait élimé, vêtu aussi d'un vieux pantalon gris bien ajusté à la jambe, et une paire d'escarpins dans l'hiver de leur existence, regardait à la porte et souriait affablement.
Mrs. Jarley lui tournant alors le dos, le militaire secoua son index pour faire signe que ces myrmidons ne devaient pas l'avertir de sa présence, et se glissant derrière elle, lui tapa sur le cou et cria d'un ton enjoué. « Beau !»« Quoi, monsieur Slum ?» s'écria la dame à la cire. « L'eau. Qui aurait pensé à vous voir ici ?»« Sur mon âme et mon honneur, » dit M. Slum, c'est une bonne remarque. « Sur mon âme et mon honneur, c'est une sage remarque. Qui l'aurait cru ? Georges, mon fidèle bûcheron, comment allez-vous » Georges reçut cette avance avec une indifférence hargneuse, observant qu'il était assez bien pour cela, et martelant tout le temps avec ardeur. « Je suis venu ici, » dit le militaire en se tournant vers Madame Jarley, mon âme et mon honneur. Je sais à peine pourquoi je suis venu ici. Cela me laisserait perplexe de vous le dire, ce serait par gade. J'avais besoin d'un peu d'inspiration, d'un peu de fraîcheur, d'un petit changement d'idée, et, sur mon âme et mon honneur, dit le gentilhomme militaire en se vérifiant, et en regardant autour de la pièce. Quelle diable chose classique. Par gade, c'est tout à fait minervien. Il aura l'air assez bien quand il sera terminé, observa Madame Jarley. Assez bien, dit M. Slum. Me croirez-vous quand je dis que c'est le plaisir de ma vie d'avoir touché à la poésie, quand je crois avoir exercé ma plume sur ce charmant thème ? Au fait, désordre ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? C'est très cher, monsieur, répondit Mrs. Jarley, et je ne pense vraiment pas que cela fasse beaucoup de bien. Chut. Non, non, répondit M. Slum en levant la main. Pas de mensonge. Je ne l'entendrai pas. Ne dis-le pas que cela ne fait pas le bien. Ne le dis-le pas. Je sais mieux. Je ne le crois pas, dit Madame Jarley. Ah ah, s'écria M. Slum, vous cédez, vous descendez. Demandez au parfumeur, au noircisseur, au chapelier, au vieux tenancier de loterie, demandez à n'importe quel homme parmi eux ce que ma poésie a fait pour lui, et notez mes paroles. Il bénit le nom de Slum. S'il est un honnête homme, il lève les yeux au ciel et bénit le nom de Slum. Remarquez-le. Vous connaissez l'abeille de Westminster, Mrs. Jarley ? Oui, certainement. Alors, sur mon âme et sur mon honneur, madame, vous trouverez dans un certain angle de ce mornama, appelé le coin des poètes, quelque nom plus petit que Slum, répliqua ce gentleman se tapotant expressivement sur le front pour laisser entendre qu'il y avait une légère quantité de cerveau derrière lui. J'ai une petite bagatelle ici, maintenant, dit M. Slum en ôtant son chapeau plein de bouts de papier, une petite bagatelle ici, jetée dans le feu de l'action, et qui, je dirais, était précisément la chose avec laquelle vous vouliez mettre le feu à cet endroit. C'est un acrostiche, le nom en ce moment est one, et l'idée est décapotable, et une inspiration positive pour Jarley. Prends l'acrostiche. Je suppose que c'est très cher, dit Madame Jarley. 5 shillings, répondit M. Slum en se servant de son crayon comme d'un cure-dent. Moins cher que n'importe quelle prose. Je ne pourrais pas en donner plus de 3, dit Madame Jarley. Et 6, répliqua Slum. Venez, 3 et 6. Mrs. Jarley n'était pas à l'épreuve de l'insinuation du poète, et Ems. Slum inscrivit l'ordre dans un petit carnet de notes à 3 et 6 sous. M. Slum se retira alors pour modifier l'acrostiche, après avoir pris congé de sa patronne avec la plus affectueuse oreille, et promis de revenir, dès qu'il le pourrait, avec une copie conforme pour l'imprimeur. Comme sa présence n'avait pas gêné ni interrompu les préparatifs, ceux-ci étaient maintenant très avancés et furent terminés peu de temps après son départ. Lorsque les festons furent tous dressés aussi délicieusement qu'ils pouvaient l'être, la collection prodigieuse fut découverte, et il y eut exposition, sur une plateforme surélevée environ 2 pieds du sol, courant autour de la pièce et séparée du public grossier par une corde cramoisie haute de poitrine, diverses effigies vives de personnages célèbres, individuellement et en groupe, vêtus de robes scintillantes de divers climats et de divers temps, et se tenant plus ou moins instables sur leurs jambes, les yeux très grands ouverts, les narines très gonflées, les muscles de leurs jambes et de leurs bras très fortement développés, et tout leur visage exprimant une grande surprise. Tous les messieurs avaient une poitrine de pigeon et avaient la barbe très bleue, et toutes les dames étaient des figures miraculeuses, et toutes les dames et tous les messieurs ne regardaient intensément nulle part, et ne regardaient rien avec une gravité extraordinaire. Quand elle eut épuisé ses premiers ravissements à ce spectacle glorieux, Madame Jarley ordonna que la pièce soit débarrassée de tout le monde, excepté d'elle et de l'enfant, et s'asseyant dans un fauteuil au centre, elle investit formellement Nell d'une baguette de sol, dont elle s'était longtemps servie, pour lui montrer les personnages, et elle s'efforça de l'instruire de son devoir. Voilà,
dit Mistress Jarley de son ton d'exhibition. Comme Nell touchait une figure au début de l'estrade, c'est une malheureuse demoiselle d'honneur du temps de la reine Elizabeth, qui est morte d'une piqûre au doigt à la suite d'un travail un dimanche. Observez le sang qui coule de son doigt, aussi l'aiguille aux yeux d'or de l'époque, avec laquelle elle travaille. Tout cela, Nell le répéta 2 ou 3 fois, en montrant le doigt et l'aiguille au bon moment, puis en passant au suivant. Voilà, mesdames et messieurs, dit madame Jarley, Jasper Packlemerton, du mémoire atroce, qui a courtisé et épousé 14 femmes, et les a toutes détruites en leur chatouillant la plante des pieds lorsqu'elles dormaient dans la conscience de l'innocence et de la vertu. Lorsqu'on l'a amené à l'échafaud et qu'on lui a demandé s'il était désolé de ce qu'il avait fait, il a répondu que oui, qu'il était désolé de les avoir laissés s'en tirer si facilement, et qu'on espérait que tous les maris chrétiens lui pardonneraient l'offense. Que ceci soit un avertissement pour toutes les jeunes filles d'être particulières dans le caractère des messieurs de leur choix. Remarquez que ses doigts sont recourbés, comme s'il était en train de chatouiller, et que son visage est représenté par un clin d'œil, tel qu'il est apparu en commettant ces meurtres barbares. Quand Nell sut tout aime, Packlemerton, et qu'elle put le dire sans hésiter, Mrs. Jarley passa à l'homme gros, puis à l'homme maigre, à l'homme grand, à l'homme petit, à la vieille dame, qui mourut en dansant à 132 ans, au garçon sauvage des bois, à la femme qui empoisonna 14 familles avec des noix marinées. Et d'autres personnages historiques et des individus intéressants, mais mal avisés. Et Nell profita si bien de ces instructions, et elle était si apte à s'en souvenir, qu'au moment où elles furent enfermées ensemble pendant 2 heures, elle était en pleine possession de l'histoire de tout l'établissement, et parfaitement apte à éclairer les visiteurs. Mrs. Jarley ne tarda pas à exprimer son admiration pour cet heureux résultat, et emmena sa jeune amie et élève inspecter les arrangements restant à l'intérieur des portes, en vertu desquels le passage avait déjà été converti en un bosquet de feuillage vert orné de l'inscription qu'elle avait déjà vue production de M. Slum, et une table très ornée placée à l'extrémité supérieure pour Mrs. Jarley elle-même, à laquelle elle devait présider et prendre l'argent, en compagnie de Sa Majesté le roi George III Romain, de M. Grimaldi en tant que clown, de Marie-Reine d'Écosse, un gentilhomme anonyme de la persuasion Quake, et de M. Pitt tenant à la main un modèle exact du projet de loi pour l'imposition du droit aux fenêtres. Les préparatifs sans porte n'avaient pas été négligés non plus. Une religieuse très attirée disait son chapelet sur le petit portique au-dessus de la porte, et un brigand, aux cheveux les plus noirs et au teint le plus clair possible, faisait en ce moment le tour de la ville dans une charrette en consultant la miniature d'une dame. Il ne restait plus qu'à ce que les compositions de M. Slum fussent judicieusement distribuées, que les effusions pathétiques se frayeraient un chemin jusqu'à toutes les maisons privées et tous les commerçants, et que la parodie commençant par Si je connaissais un âne serait confinée aux tavernes et ne circulerait que parmi les clercs des avocats et les esprits de choix de l'endroit. Quand cela fut fait, et que Mrs. Jarley eut servi, en personne, dans les pensionnats, avec une feuille écrite spécialement pour eux, dans laquelle il était clairement prouvé que le travail de la cire affinait l'esprit, cultivait le goût et élargissait la sphère de l'entendement humain, cette infatigable dame s'assit pour dîner les buts dans la bouteille suspect à une campagne florissante. Chapitre 29. Incontestablement, madame Jarley avait un génie inventif. Au milieu des divers moyens d'attirer les visiteurs à l'exposition, la petite Nell n'a pas été oubliée. La charrette légère dans laquelle le brigand avait l'habitude de se promener étant gaiement vêtue de drapeaux et de banderoles, et le brigand placé dedans, contemplant comme d'habitude la miniature de sa bien-aimée, Nell fut logée avec un siège à côté de lui, décoré de fleurs artificielles, et dans cet état et ce cérémonial, elle traversait lentement la ville chaque matin, dispersant des prospectus d'un panier, au son du tambour et de la trompette. La beauté de l'enfant, jointe à son port doux et timide, produisait toute une sensation dans la petite maison de campagne. Le brigand, jusque-là une source d'intérêt exclusif dans les rues, n'était plus qu'une considération secondaire, et n'avait d'importance que comme partie du spectacle, dont il était l'attraction principale. Les adultes commencèrent à s'intéresser à la jeune fille aux yeux brillants, et une vingtaine de petits garçons tombèrent éperdument amoureux et laissèrent constamment des enclos de noix et de pommes, dirigés en petits caractères, à la porte de cire. Cette impression désirable n'échappa pas à Mrs. Jarley, qui, de peur que Nell ne devienne trop bon marché, renvoya bientôt le brigand seul et la garda dans la salle d'exposition, où elle décrivit les chiffres toutes les demi-heures à la grande satisfaction d'un public admiratif. Et ces auditoires étaient d'un genre très supérieur, y compris à un grand nombre de pensionnats de jeunes filles, dont madame Jarley s'était donné beaucoup de peine pour se concilier la faveur, en changeant le visage et le costume de M. Grimaldi en clown pour représenter M.
L'un des murait tel qu'il apparaissait lorsqu'il était engagé dans la composition de sa grammaire anglaise, et en transformant une meurtrière de grande renommée en Madame Anna More, de ressemblance admise à Mademoiselle Monflathers, qui était à la tête de la pension et de l'établissement de jour de la ville, et qui daigna prendre une visite privée avec 8 demoiselles choisies pour être tout à fait surprenant par leur extrême exactitude. M. Pitt, en bonnet de nuit et en robe de chambre, et sans ses bottes, représentait le poète coupé avec une exactitude parfaite, et Marie, reine d'Écosse, en perruque sombre, col de chemise blanc et costume masculin, était une image si complète de Lord Byron que les jeunes dames poussèrent un cri en la voyant. Mademoiselle Monflathers, cependant, réprimanda cet enthousiasme, et profita de l'occasion pour reprocher à Madame Jarley de ne pas avoir tenu sa collection plus sélective, observant que sa seigneurie avait eu certaines opinions tout à fait incompatibles avec les honneurs de sire, et ajoutant quelque chose au sujet d'un doyen et d'un chapitre que Madame Jarley ne comprenait pas. Quoique ses devoirs fussent assez laborieux, Nell trouva dans la dame de la caravane une personne très aimable et très prévenante, qui avait non seulement un goût particulier à se sentir à l'aise elle-même, mais aussi à mettre tout le monde autour d'elle à l'aise. Ce dernier goût, on peut le remarquer, est, même chez les personnes qui vivent dans des endroits beaucoup plus beaux que les caravanes, beaucoup plus rare et peu commun que le premier, et n'en est nullement la conséquence nécessaire. Comme sa popularité lui procurait divers petits honoraires sur lesquels sa patronne ne réclamait jamais aucun péage, et que son grand-père aussi était bien traité et utile, elle n'avait pas d'autre sujet d'inquiétude à propos de la cire que celle qui naissait de son souvenir de Kilp, et de ses craintes qu'il ne revienne, et ne les rencontra un jour tout à coup. Kilp était en effet un cauchemar perpétuel pour l'enfant, qui était constamment hanté par la vision de son vilain visage et de sa taille rabougrie. Elle dormait, pour mieux les protéger, dans la chambre où se trouvaient les figures de cire, et elle ne se retirait jamais en cet endroit la nuit, sans qu'elle se torturait, elle ne pouvait s'en empêcher, en imaginant une ressemblance, dans l'un ou l'autre de leurs visages de mort, avec le nain, et cette fantaisie lui gagnait quelquefois un tel point qu'elle croyait presque qu'il avait enlevé la figure, et qu'il s'était tenu dans les vêtements. Puis, ils étaient si nombreux avec leurs grands yeux vitreux, et comme ils se tenaient l'un derrière l'autre tout autour de son lit, ils ressemblaient tellement à des créatures vivantes, et pourtant si différents dans leur immobilité et leur silence sinistre, qu'elle avait une sorte de terreur, pour eux-mêmes, et qu'elle restait souvent allongée à regarder leur silhouette sombre jusqu'à ce qu'elle soit obligée de se lever et d'allumer une bougie, ou aller s'asseoir à la fenêtre ouverte et sentir une compagnie dans les étoiles brillantes. À ces moments-là, elle se rappelait la vieille maison et la fenêtre à laquelle elle avait l'habitude de s'asseoir seule, et alors elle pensait au pauvre Kit et à toute sa bonté, jusqu'à ce que les larmes lui montent aux yeux, et elle pleurait et souriait ensemble. Souvent et anxieusement, à cette heure de silence, ses pensées revenaient à son grand-père, et elle se demandait ce qu'il se rappelait de leur ancienne vie, et s'il avait jamais été vraiment conscient du changement de leurs conditions, de leur impuissance et de leur misère tardive. Quand il se promenait, elle y pensait rarement, mais maintenant elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il deviendrait s'il tombait malade ou si ses propres forces lui manquaient. Il était très patient et très disposé, heureux d'exécuter n'importe quelle petite tâche et heureux d'être utile, mais il était dans le même état d'apathie, sans perspective d'amélioration, un simple enfant, une pauvre créature insouciante, vide, un vieillard inoffensif, susceptible d'un amour tendre et d'une considération pour elle, et d'impressions agréables et douloureuses, mais vivant pour rien de plus. Cela la rendait très triste de savoir que c'était ainsi, si triste de voir que parfois, lorsqu'il restait assis sans rien faire, souriant et hochant la tête quand elle regardait autour d'elle, ou lorsqu'il caressait un petit enfant et le portait çà et là, comme il aimait à le faire d'heure en heure, perplexe devant ces simples questions, cependant il souffrait de sa propre infirmité, et semblait presque s'en rendre compte aussi, et s'humilier même devant l'esprit d'un enfant. Elle était si triste de le voir ainsi, qu'elle fondait en larmes, et se retirant dans un lieu secret, tombait à genoux et priait pour qu'il fût rétabli. Mais l'amertume de son chagrin n'était pas de le voir dans cet état, alors qu'il était au moins content et tranquille, ni dans ses méditations solitaires sur son état altéré, bien que ce fussent des épreuves pour un jeune cœur. La cause d'un chagrin plus profond et plus lourd était encore à venir. Un soir de vacances avec eux, Nell et son grand-père sortirent se promener. Ils avaient été assez étroitement confinés pendant quelques jours, et le temps étant chaud, ils se promenèrent sur une longue distance. Hors de la ville, ils prirent un sentier qui traversait d'agréables champs, jugeant qu'il se terminerait par la route qu'ils quitteraient et leur permettrait de revenir par ce chemin. Cependant, il fit un circuit beaucoup plus large qu'ils ne l'avaient supposé, et ils furent ainsi tentés d'avancer jusqu'au coucher du soleil,
lorsqu'ils atteignirent la piste qu'ils cherchaient et s'arrêtèrent pour se reposer. Peu à peu, le ciel s'était couvert, et maintenant le ciel était sombre, et plus bas, sauf là où la gloire du soleil, qui s'en allait amasser des masses d'or, et de feux ardents, dont les braises en décomposition brillaient çà et là à travers le voile noir, et brillaient rougeoyantes sur la terre. Le vent commença à gémir en murmures creux, tandis que le soleil se couchait emportant ailleurs le jour heureux, et une traînée de nuages ternes qui s'abattaient contre elle menaçait le tonnerre et les éclairs. De grosses gouttes de pluie commencèrent bientôt à tomber, et, à mesure que les nuages d'orage avançaient, d'autres suppléaient au vide, qu'ils laissaient derrière eux, et se répandaient dans tout le ciel. Puis, on entendit le grondement sourd d'un tonnerre lointain, puis, les éclairs tremblèrent, et enfin les ténèbres d'une heure semblèrent s'être rassemblées en un instant. Craignant de se réfugier sous un arbre ou une esse, le vieillard et l'enfant se hâtèrent le long de la grande route, espérant trouver une maison où ils pourraient se réfugier contre l'orage qui venait d'éclater sérieusement, et qui augmentait à chaque instant en violence. Trempés par la pluie battante, troublés par le tonnerre assourdissant et déconcertés par l'éclat des éclairs fourchus, ils seraient passés devant une maison solitaire sans s'être aperçus de son voisinage, si un homme, qui se tenait à la porte, ne les avait appelés avec insistance pour qu'ils entrent. Vos oreilles devraient être meilleures que celles des autres, en tout cas, si vous faites si peu de cas de risque d'être frappé de cécité, dit-il en se retirant de la porte et en se couvrant les yeux de ses mains lorsque l'éclair déchiqueté revenait. Pourquoi passiez-vous, hein? Ajouta-t-il en fermant la porte et en se dirigeant vers une pièce située derrière, par un couloir. Nous n'avons pas vu la maison, monsieur, jusqu'à ce que nous vous entendions appeler, répondit Nell. Ce n'est pas étonnant, dit l'homme, avec cet éclair dans les yeux, soit dit en passant. Vous feriez mieux de rester près du feu ici et de vous sécher un peu. Vous pouvez appeler pour ce que vous voulez si vous voulez quelque chose. Si vous ne voulez rien, vous n'êtes pas obligé de passer une commande. N'ayez pas peur de cela. C'est un pub, c'est tout. Le Vaillant Soldat est assez connu ici. Cette maison s'appelle-t-elle le Vaillant Soldat, monsieur? Demanda Nell. Je croyais que tout le monde le savait, répondit l'aubergiste. D'où venez-vous, si vous ne connaissez pas le Vaillant Soldat aussi bien que le catéchisme de l'Église? C'est le Vaillant Soldat de James Grove, l'honnête James Grove, qui est un homme d'un caractère moral irréprochable, et qui a un bon terrain de qui est sec. Si quelqu'un a quelque chose à dire de nouveau, James Grove, qui le dit le James Grove, et James Grove peut l'accueillir avec un client à n'importe quelle condition allant de 4 livres sterling par côté à 40. À ces mots, l'orateur se tapota sur le gilet pour insinuer qu'il était le James Grove dont on faisait tant l'éloge, s'attaquait scientifiquement à un faux James Grove qui s'attaquait à la société en général d'un cadre noir au-dessus de la cheminée, et appliquant à ses lèvres un verre d'eau de vie à demi vide, il but à la santé de James Grove. La nuit étant chaude, il y avait un grand écran dessiné à travers la pièce, comme une barrière contre la chaleur du feu. Il semblait que quelqu'un, de l'autre côté de cet écran, avait insinué des doutes sur les prouesses de M. Grove, et avait ainsi donné naissance à ses expressions égoïstes, car M. Grove termina son défi, en lui donnant un grand coup de poing et en s'arrêtant pour une réponse de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, dit M. Grove, sans réponse, qui se risquerait à la traverser James Grove sous son propre toit. Il n'y a qu'un seul homme, je le sais, qui a assez de culot pour cela, et cet homme n'est pas non plus à 100 000 d'ici. Mais il vaut une douzaine d'hommes, et je lui laisse dire de moi ce qu'il veut en conséquence, il le sait. En retour de cette allocution élogieuse, une voix rauque très bourrue ordonna à M. Grove de retenir son bruit et d'allumer une bougie. Et la même voix remarqua que le même monsieur n'avait pas besoin de perdre son souffle à se vanter, car la plupart des gens savaient assez bien de quelle étoffe il était fait. Nell, il joue. Il joue aux cartes, murmura le vieillard, soudain intéressé. Vous ne les entendez pas? Ayez l'air vif avec cette bougie, dit la voix. C'est tout ce que je peux faire pour voir les points sur les cartes tels qu'ils sont. Et fermez cet obturateur aussi vite que possible, voulez-vous? Votre bière n'en sera que plus mauvaise pour le tonnerre de ce soir, je l'espère. C'était si pense pour moi, vieux Isaac. Remettez-le. Entendez-vous, Nell? Les entendez-vous? Murmura de nouveau le vieillard avec plus de sérieux, tandis que l'argent s'entrechoquait sur la table. Je n'ai pas vu un orage pareil à celui-ci, dit une voix aiguë et fêlée des plus désagréables, quand un énorme coup de tonnerre s'est éteint, depuis la nuit où le vieux Lockwood a gagné 13 fois de suite sur le rouge. Nous avons tous dit qu'il avait la chance du diable et la sienne, et comme c'était le genre de nuit où le diable était dehors et occupé, je suppose qu'il regardait par-dessus son épaule, si quelqu'un avait pu le voir. Ah! Répondit la voix bourrue.
malgré tous les gains du vieux lourc, contrevent et marée ces dernières années, je me souviens du temps où il était le plus malchanceux et le plus malchanf des hommes. Il n'a jamais pris une boîte de dés dans sa main, ni tenu une carte, mais il a été plumé, pigeonné et nettoyé complètement. « Entendez-vous ce qu'il dit » murmura le vieillard. « Entendez-vous cela, Nell ?» L'enfant vit avec étonnement et effroi que toute sa physionomie avait subi un changement complet. Son visage était rouge et impatient, ses yeux étaient tendus, ses dents serrées, son souffle était court et épais, et la main qu'il posait sur son bras tremblait si violemment qu'elle tremblait sous son étreinte. « Soyez témoin, murmura-t-il en levant les yeux, que je l'ai toujours dit, que je le savais, que j'en rêvais, que je sentais que c'était la vérité, et qu'il devait en être ainsi. Combien d'argent avons-nous, Nell ? Venir. Je t'ai vu avec de l'argent hier. Combien d'argent avons-nous ? Donnez-le-moi. Non, non, laisse-moi le garder, grand-père, dit l'enfant effrayé. Partons d'ici. Ne vous inquiétez pas de la pluie. Je vous en prie, laissez-nous partir. Donnez-le-moi, je vous le dis, répondit le vieillard avec férocité. Chut, chut, ne pleure pas, Nell. Si j'ai parlé vivement, ma chère, je ne le pensais pas. C'est pour ton bien. Je t'ai fait du tort, Nell, mais je te corrigerai encore, je le ferai en effet. Où est l'argent ? Ne le prends pas, dit l'enfant. Je vous en prie, ne le prenez pas, ma chère. Pour l'amour de l'un et de l'autre, laissez-moi le garder, ou laissez-moi le jeter, mieux vaut que vous ne le preniez maintenant. Allons-y, Grec, laissez-nous partir. Donnez-moi l'argent, répondit le vieillard, il faut que je laisse. Voilà, voilà, c'est ma chère Nell. Je te corrigerai un jour, mon enfant, je te corrigerai, n'aie pas peur. Elle tira de sa poche une petite bourse. Il la saisit avec la même impatience rapide qui avait caractérisé son discours, et se dirigea précipitamment vers l'autre côté de l'écran. Il était impossible de le retenir, et l'enfant tremblant le suivait de près. L'aubergiste avait posé une lumière sur la table, était occupé à tirer le rideau de la fenêtre. Les orateurs qu'ils avaient entendus étaient deux hommes, qui avaient un jeu de cartes et de l'argent entre eux, tandis que sur l'écran même les jeux, auxquels ils avaient joué étaient marqués à la craie. L'homme à la voix rauque était un gros gaillard d'âge moyen, avec de grandes moustaches noires, de larges joues, une bouche large et grossière, et un cou de taureau, qui était assez librement exposé car le col de sa chemise n'était retenu que par un foulard rouge ample. Il portait son chapeau d'un blanc brunâtre et avait à côté de lui un gros bâton noué. L'autre homme, que son compagnon avait appelé Isaac, était d'une taille plus mince, voûté et haut dans les épaules, avec un visage très mal faussé et un strabisme des plus sinistres et des plus infâmes. « Maintenant, vieux monsieur, dit Isaac en regardant autour de lui, connaissez-vous l'un ou l'autre de nous ? Ce côté de l'écran est privé, monsieur. Je ne vous offense pas, j'espère, répondit le vieillard. Mais pargez, monsieur, il y a offense, dit l'autre en l'interrompant, quand vous vous immiscez dans deux messieurs qui sont particulièrement occupés. Je n'avais pas l'intention de vous offenser, dit le vieillard en regardant anxieusement les cartes. Je pensais que... Mais vous n'aviez pas le droit de réfléchir, monsieur, répliqua l'autre. Qu'est-ce que le diable a à voir avec la pensée d'un homme à votre époque ? Maintenant, tyran, dit le gros homme en levant les yeux de ses cartes pour la première fois, ne pouvez-vous pas le laisser parler ? L'aubergiste, qui avait apparemment résolu de rester neutre jusqu'à ce qu'il sache de quel côté de la question le gros homme épouserait, intervint à cet endroit en disant « Ah, bien sûr, ne pouvez-vous pas le laisser parler, Isaac List ?»« Je ne peux pas le laisser parler ?» répondit Isaac en ricanant, imitant autant qu'il le pouvait, de sa voix aiguë, le ton de l'hôte. « Oui, je peux le laisser parler, Jamie Grove. »« Eh bien, faites-le, voulez-vous » dit l'aubergiste. Le strabisme de M. List prit un caractère menaçant qui semblait menacer de prolonger cette controverse, lorsque son compagnon, qui avait regardé fixement le vieillard, imit un terme opportun. « Qui sait, dit-il d'un air usé, si ce monsieur n'a pas eu l'intention de demander poliment s'il aurait l'honneur de prendre la main, avec nous. »« Je le pensais, s'écria le vieillard, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux maintenant. »« Je le croyais, répondit le même homme, qui sait si ce monsieur, anticipant notre objection à jouer par amour, n'aurait pas poliment désiré jouer pour de l'argent. » Le vieillard répondit en secouant la petite bourse qu'il tenait dans sa main avide, puis en la jetant sur la table, et en ramassant les cartes comme un avare s'accrocherait alors. « Ah, c'est vrai, dit Isaac. Si c'est ce que le monsieur voulait dire, je lui demande pardon. Est-ce le petit porte-monnaie du monsieur ? Un très joli petit porte-monnaie. C'est plutôt une bourse légère, ajouta Isaac en la lançant en l'air, et en la saisissant avec dextérité,
mais assez pour amuser gentiment pendant une demi-heure environ. Nous allons faire un jeu à 4 joueurs, et nous allons prendre Grove, dit le gros homme. Venez Jamie. L'hôte, qui se conduisait comme quelqu'un qui était habitué à de si petites fêtes, s'approcha de la table et s'assit. L'enfant, dans une agonie parfaite, entraîna son grand-père à l'écart, et le supplia, même alors, de s'en aller. Venez, et nous pouvons être si heureux, dit l'enfant. Nous serons heureux, répondit vivement le vieillard. Laissez-moi partir, Nell. Les moyens du bonheur sont sur les cartes et les dés. Nous devons passer de petits gains à de grands. Il n'y a pas grand-chose à gagner ici, mais la grandeur viendra avec le temps. Je ne ferai que reconquérir les miens, et c'est tout pour toi, ma chérie. Que Dieu nous vienne en aide, s'écria l'enfant. Ah, quelle dure fortune nous a amenés ici. Chut, reprit le vieillard en mettant la main sur sa bouche, la fortune ne supportera pas les réprimandes. Nous ne devons pas lui faire de reproches, ou elle nous fuit. Je l'ai découvert. Maintenant, monsieur, dit le gros homme, si vous ne venez pas vous-même, donnez-nous les cartes, voulez-vous? J'arrive, s'écria le vieillard, asseyez-vous, Nell, asseyez-vous et regardez. Eh bon cœur, c'est tout pour toi, tout, chaque centime. Je ne leur dis pas, non, non, sinon ils ne joueraient pas, redoutant la chance qu'une telle cause doit me donner. Regarde-les, vois ce qu'ils sont, et ce que tu es. Qui doute que nous devons gagner? Le monsieur y a réfléchi, et ne vient pas, dit Isaac en faisant semblant de se lever de table. Je suis désolé que le gentleman soit intimidé. Rien n'a d'entreprise, rien n'a. Mais le gentleman c'est mieux. Pourquoi je suis prêt? Vous avez tous été lents, excepté moi, dit le vieillard, je me demande qui est plus impatient que moi de commencer. Tout en parlant, il approcha une chaise de la table, et les 3 autres se terminant en même temps, le jeu commença. L'enfant s'assit à côté, et observa ses progrès avec un esprit troublé. Malgré le coup de chance, et ne se souvenant que de la passion désespérée qui s'emparait de son grand-père, les pertes et les gains étaient pour elle les mêmes. Exultant dans quelque triomphe bref, ou abattu par une défaite, il était assis là si sauvage, et si agité, si fiévreusement et si intensément anxieux, si terriblement impatient, si vorace pour les dérisoires enjeux, qu'elle aurait presque mieux supporté de le voir mort. Et pourtant, elle était la innocente de toutes ces tortures, et lui, jouant avec une soif de gain si sauvage que le joueur le plus insatiable n'en a jamais éprouvé, n'avait pas une pensée égoïste. Au contraire, les 3 autres, fripons et joueurs de métier, tout en s'adonnant à leur jeu, étaient cependant aussi calmes et aussi calmes que si toutes les vertus eussent été centrées dans leur cœur. Quelquefois l'un levait les yeux pour sourire à l'autre, ou pour éteindre la faible bougie, ou pour jeter un coup d'œil à l'éclair qui traversait la fenêtre ouverte et le rideau flottant, ou pour écouter un coup de tonnerre plus fort que les autres, avec une sorte d'impatience momentanée, comme s'il eût éteint, mais ils étaient assis là, avec une calme indifférence pour tout sauf pour leurs cartes, de parfaits philosophes en apparence, et sans plus grand spectacle de passion ou d'excitation que s'ils avaient été faits de pierre. La tempête avait fait rage pendant 3 bonnes heures, les éclairs étaient devenus plus faibles et moins fréquents, le tonnerre, après avoir semblé rouler et se briser au-dessus de leur tête, s'était peu à peu éteint dans une lointaine roque et profonde, et pourtant le jeu continuait, et l'enfant anxieux était encore tout à fait oublié. Chapitre 30. Finalement, la pièce prit fin, et Isaac List se leva en tant que seul gagnant. Matt et le propriétaire ont supporté leur perte avec une force professionnelle. Isaac empocha ses gains avec l'air d'un homme qui s'est toujours décidé à gagner, et qui n'en fut ni surpris ni content. La petite bourse de Ned était épuisée, mais bien qu'elle fût vide à côté de lui, et que les autres joueurs se fussent levés de la table, le vieil homme s'assit et se pencha sur les cartes, les distribuant comme elles avaient été distribuées auparavant, et tournant les différentes mains, pour voir ce que chaque homme aurait eu s'ils avaient encore joué. Il était tout absorbé par cette occupation, lorsque l'enfant s'approcha, et lui posa la main sur l'épaule, en lui disant qu'il était près de minuit. « Voyez la malédiction de la pauvreté, Nell, dit-il en montrant les paquets qu'il avait étalés sur la table. Si j'avais pu continuer un peu plus longtemps, la chance aurait tourné de mon côté. Oui, c'est aussi clair que les marques sur les cartes. Voyez ici, et là, et encore ici. Rangez-les, exhorta l'enfant. Essayez de les oublier. Essayez de les oublier. Répliqua-t-il en levant son visage hagard vers le sien, et en la regardant d'un regard incrédule. Pour les oublier. Comment pourrions-nous jamais devenir riches si je les oublie? L'enfant ne pouvait que secouer la tête. Non, non, Nell, dit le vieillard en lui tapotant la joue. Il ne faut pas les oublier. Nous devons nous racheter dès que possible. Patience, patience.
et nous te corrigerons encore, je te le promets. Perdre aujourd'hui, gagner demain. Et rien ne peut être gagné sans anxiété et sans souci. Rien. Venez, je suis prêt. Savez-vous quelle heure il est? Demanda Lem. Grove, qui fumait avec ses amis. Midi passé. Et une nuit pluvieuse, ajouta le gros homme.